Voilà, bonjour, docteur Olivier Bouchy, donc médecin généraliste en pôle de santé dans la Meuse, et je présente le travail de thèse de Maxime Durupt, qui s'excuse, qui n'a pas pu venir, qui est installé depuis maintenant un an dans mon département, en Meuse, à Verdun, à côté de Verdun, à Belleville, exactement. Donc c'est une étude sur la télémédecine qu'on a faite parce que il y avait il y avait un appel à projet pour plusieurs régions de France d'expérimentation de la télémédecine, et j'avais été interviewé un petit peu, et j'avais trouvé que le cabinet de conseil était très très loin des préoccupations des médecins généralistes. Ils nous proposaient de la télémédecine dans le cadre de l'épilepsie. Un patient, j'aurais dit, 1 ou 2 patients par patientèle. Je pense que ce n'est pas nos attentes à nous de médecins généralistes. Donc j'ai voulu savoir ce qu'en pensaient mes confrères, et comme l'expérimentation devait avoir en Meuse et dans le sud toulois, on a fait cette étude qualitative et aussi une étude quantitative que j'ai présentée l'année dernière. Donc le contexte actuel, il est porteur, c'est une pénurie de médecins en campagne, engouement vis-à-vis des nouvelles technologies de la part des patients, mais aussi de la part des médecins, modification des pratiques avec l'informatisation qui est arrivée dans nos cabinets il y a quelques années, que se sont emparés tout doucement nos confrères, l'accès à l'e-santé aussi, et puis toujours le problématique de la France, on expérimente, jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc, c'était intéressant de connaître la perception et l'attente des médecins généralistes. Donc, on a notre méthodologie. On a fait 5 focus group. Donc, on a réuni 32 médecins généralistes du sud, de la Meuse et du sud toulois. Donc, des médecins généralistes urbains, semi-urbains et ruraux. Avec un guide d'entretien, un enregistrement audio, une analyse qualitative, triangulation des données entre le thésard, moi, et aussi une sociologue. Population d'études, c'est la moyenne d'âge de nos médecins était de 51,5 et demi. C'est la moyenne d'âge des médecins généralistes meusiens, c'est 52 ans. Durée moyenne des entretiens, 62 minutes. La distance moyenne avec le CHU de Nancy, c'était intéressant parce que c'était intéressant pour l'éloignement, 74 km. Et les 3/4 travaillaient en cabinet de groupe. On voit la répartition entre rural, semi-rural et urbain. Donc, les résultats. Les représentations de la télémédecine chez nos confrères, déjà, c'est une méconnaissance générale. Ils ne savent pas ce que c'est exactement la télémédecine. Ils mélangent téléconsultation, téléexpertise. Pour eux, c'est une aide à distance. Je vous laisse lire les verbatim au niveau. C'est une aide à distance, mais pour eux, c'est vague. Ça permettra quand même de faciliter l'accès aux soins, de rapprocher la campagne de la ville, surtout du second recours. Ils pensent que quand même ça a un intérêt aujourd'hui. Et ça va innover leurs pratiques. On les interrogeait aussi quelles spécialités ils pensaient les plus faciles à mettre en place en téléconsultation. Bien sûr, ce qui est le plus visuel, la dermatologie. Mais aussi la neurologie, parce que l'accès est très difficile. Les temps d'attente, les délais sont pratiquement de 9 mois à 1 an dans la région Lorraine. La psychiatrie, la problématique, c'est le manque de médecins, 6 psychiatres dans la Meuse pour 200 000 habitants. Par contre, pour eux, il y avait des spécialités incompatibles, toutes les spécialités qui demandent des gestes techniques. Après, ils voulaient surtout, dans la téléconsultation, préserver la relation médecin-patient. Voilà. Ils pensent que l'examen clinique doit rester essentiel. Il ne sera jamais remplacé par une machine, parce qu'ils n'avaient pas du tout l'idée qu'on pouvait mettre un stéthoscope accroché à la chariot. Tout ça, c'est vraiment un stéthoscope et le spécialiste qui sera à distance entendra la même chose. Risque de perte d'information. Peur de demandes abusives. Ils ont peur que sachant qu'un cabinet est équipé de télémédecine, que les patients demandent des examens en plus et des consultations auprès de second recours. L'organisation leur posait aussi un problème, une mise en œuvre complexe.
Surtout, comment organiser les plannings, comment se mettre en rapport avec le second recours. Mais l'essentiel pour eux, c'est préserver le rôle pivot du médecin généraliste. Ils pensent que le médecin traitant peut être aussi, à ce moment-là, être l'interprète auprès de son patient avec le second recours ou l'expert. Ils pensent que la téléconsultation sera un gain de temps pour leurs patients et surtout limiter les transports. Mais pour eux, ça va être chronophage. Ils pensent aussi que c'est une activité annexe, partielle, ça sera occasionnel, mais pas dans un exercice répétitif. Ils veulent des partenaires de proximité. Il y en a même un qui a dit « Moi, je ne veux pas de médecin made in China ou made in Inde. Voilà, je veux des partenaires que je connais. » C'est une grande peur. Sur les acteurs présents, c'est là que c'était le plus surprenant. Ils voyaient des fois simplement le médecin de second recours avec le patient. Eux, ils étaient absents. Donc le patient, quand même, il se posait même la question si le patient devait être présent. Donc il mélange téléexpertise, téléconsultation. Le médecin, qui doit être présent, mais en se posant la question, est-ce que je suis obligé d'assister à toutes les consultations ? Est-ce que des paramédicaux peuvent remplacer le médecin au niveau... Le lieu de téléconsultation, là, ils étaient unanimes, vu le coût. Il faut qu'on les mette, cet appareillage, dans des cabinets de groupe ou des MSP ou à l'intérieur des EHPAD. Se posait le problème de l'aspect financier. La rémunération de la part des médecins généralistes, il faut créer un nouvel acte, il faut le revaloriser, il faut une rémunération forfaitaire de l'acte. Pour les médecins spécialistes, ils disaient surtout, ça va éviter les dépassements d'honoraires. Nous, on ne pourra pas demander le dépassement d'honoraires. Qui va rémunérer la plateforme ? Il va falloir qui va payer. L'investissement, qui va payer le matériel aussi ? Est-ce que c'est les agences régionales de santé, les MSP, les médecins ? Par contre, ils sont d'accord que ça va permettre, au niveau, un enjeu, une économie de santé. L'aspect juridique, il y a un cadre légal aussi, il faut bien le définir. Les responsabilités, qu'elles soient bien définies entre les différents partenaires, et aussi les instances publiques, quel va être leur rôle ? On ne veut pas perdre la main, on veut être acteur du projet. Donc les limites de l'étude, je vais passer rapidement. Bon, toujours à mon niveau un petit peu, les biais d'investigation, le refus de participer de certains. Et on avait une méconnaissance, malgré de nombreux exemples en Lorraine, de ce que c'était la télémédecine. Donc la discussion, c'est les réticences, surtout les médecins seuls exerçant en ville par rapport au MSP, la peur de la déshumanisation de la consultation, déléguer une partie du jugement à quelqu'un d'autre, ça leur posait des problèmes, une peur de la dégradation de la qualité du diagnostic, une peur de la perte d'informations aussi. Les attentes de nos confrères, c'était une solution à la pénurie de médecins en milieu rural, mais pas la seule solution. Conserver leur rôle de pivot du parcours de soins, être acteur du développement de la télémédecine et clarifier bien les aspects juridiques et financiers. Donc en conclusion, on peut dire qu'il y a des réticences, un contexte porteur, modification de la relation médecin-patient dans la téléconsultation, sûrement une solution adaptée à la pénurie des médecins, un outil simple conçu par et pour les médecins, donc ce qui est important avec une formation, quid de l'avis des patients qu'on n'a pas interrogés et des spécialistes d'organes de second recours. Vous pouvez retrouver tout ça dans un article en Santé publique qui a été publié en août 2016. Et voilà, merci de votre attention.